installez-vous. Ils vont faire vite. Bonjour, bienvenue. Ça va? Ce rendez-vous organisé par Business France est extrêmement important. Il réunit les milieux d'affaires français et africains et c'est l'occasion de faire le point sur l'état des échanges commerciaux entre les deux pays, mais également d'échanger sur les perspectives commerciales entre les deux continents. Oui. Madame la ministre, je profite rapidement. Qu'est-ce que vous en attendez d'un événement comme celui-ci? Écoutez, bien sûr, d'abord cet événement a fait ses preuves en matière de mise en relation entre le secteur privé et le secteur public, et particulièrement concernant la Côte d'Ivoire. J'espère pouvoir m'adresser à l'Assemblée en montrant toutes les opportunités qu'offre notre pays, la Côte d'Ivoire, et en montrant aussi en particulier des opportunités dans un domaine qui n'est pas forcément toujours bien connu, c'est celui de la culture. Et j'espère effectivement qu'à l'issue de ces rencontres, de ces échanges, de ces B2B, certaines personnes qui ne connaissaient pas encore la Côte d'Ivoire, sauf à part le fait que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique en matière de football, que certaines personnes puissent venir découvrir et vivre les opportunités que présente la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous voyez, ça bouge, il y a des mouvements, des photographes qui passent, des gens aussi. Beaucoup de personnalités, que ce soit des ministres, des ambassadeurs, des entrepreneurs. On est en plein cœur de Bercy. Pour ceux qui connaissent Bercy, c'est le ministère des Finances français pour un événement ô que combien important. C'est l'événement, c'est pas grave, il peut passer devant s'il a envie de passer, ça fait partie de la vie. Bon, ben, il recule. Je disais donc, l'événement, c'est Ambition Africa 2024, l'événement business incontournable entre la France et l'Afrique. Alors, ce qu'on va faire, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire comme signe. J'essaye de ne pas faire trop de bruit parce que nous sommes en plein cœur de la salle. C'est de suivre justement ce qui se passe là-bas en direct, spécialement pour vous. Moteur, c'est parti. C'est un véritable honneur pour moi de vous accueillir pour la 4e édition de ce salon. Cet événement illustre la richesse de l'écosystème d'échanges et des synergies qui se développent entre l'Afrique et la France. Nous sommes ici pour anticiper les enjeux, saisir les opportunités et bâtir des ponts durables entre nos économies. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de me retrouver, de constater que vous êtes toujours aussi nombreux à participer à Ambition Africa. Après une année 2023 qui avait été celle de tous les records, je ne doute pas que celle-ci batte encore ce nouveau record, puisque on est aujourd'hui, alors hier soir, on avait le nombre d'inscrits, on était à 2554 pour être très précis. Plus que jamais, Ambition Africa a pour objectif de susciter de nouveaux courants d'affaires entre l'Afrique et la France. Par l'export, bien sûr, les investissements vers l'Afrique, mais aussi l'accueil des acheteurs et les investisseurs africains en France. Cette volonté de resserrer nos rapports puise ses racines, bien sûr, dans l'histoire partagée qui a longtemps entremêlé le destin de la France avec celui de nombreux pays en Afrique. Aujourd'hui encore, cet héritage résonne puissamment, puisque vous savez, la France accueille la plus grande diaspora africaine d'Europe et parallèlement, Kinshasa est la plus vaste capitale francophone du monde. Ce passé commun, parfois tourmenté, parfois douloureux, parfois heureux, cette connaissance mutuelle et fraternelle sont les clés pour dynamiser notre partenariat économique. Un État qui vient ici, concrètement, qu'est-ce qu'il y gagne?
Il y gagne plusieurs choses. D'abord, c'est l'occasion pour lui de venir à la rencontre de partenaires, d'investisseurs potentiels. Vous savez que l'un des enjeux pour un certain nombre de pays sur le continent, c'est d'être capable d'attirer l'investissement direct étranger. Et donc un État qui vient peut rencontrer ici des partenaires désireux eux-mêmes d'étendre leurs activités sur le continent. D'abord, ce qui est fondamental, c'est avoir une vision à long terme et s'y tenir et croire tous les matins en dépit des crises et des turbulences, et on n'a pas été en reste sur les dernières années. Et pour arriver à ces sommets qu'on espère tous, je pense qu'il y a 3 fondamentaux. D'abord, bâtir des États sociaux, puisque je pense que le talent est également réparti sur la planète, mais il faut des populations qui aient droit à l'éducation, à la santé, à la protection sociale, et les États doivent se mobiliser pour les préparer à un avenir meilleur. Pour le financer, il faut une économie solide. Solide, ça veut dire diversifiée, avec une alternance entre le public et le privé chaque fois qu'on peut le faire. Et bien entendu, c'est la ligne rouge, mais elle est fondamentale, veiller à des équilibres macroéconomiques, parce qu'il faut avoir du souffle. C'est un marathon, et donc pour pouvoir garantir cette trajectoire, il faut avoir l'œil en permanence sur le tableau de bord des finances publiques. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, ils m'ont bien chargé ma journée, malheureusement. Je repars tout à l'heure. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps, mais on peut toujours se parler au téléphone. C'est ça, pour démarrer. Non, vous n'êtes pas là demain. Je suis au Parlement à défendre mon budget. Oui, voilà. Je vous laisse ma carte et puis... c'est déjà beaucoup. Voilà. Merci. Madame la ministre, vos impressions au sortir de votre intervention, s'il vous plaît. Je pense que j'ai déjà dit. Et je pense que les impressions, c'est ceux qui ont écouté. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir été invitée à cette 6e édition d'Ambition Africa, qui est un rendez-vous, bien sûr, entre le secteur privé et les institutionnels ou les pays. Et à cette occasion, j'aurai bien sûr l'occasion de présenter toutes les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, pays de stabilité, pays à forte croissance, mais aussi pays culturel, dans lequel la stratégie autour des industries culturelles et créatives est une priorité du président de la République. Beaucoup de réformes ont été entreprises, les infrastructures sont là, mais il y a bien sûr des opportunités que je présenterai, notamment en matière de formation, en matière d'accompagnement et de structuration, d'accélération de certains secteurs prioritaires comme le cinéma, la musique, en matière aussi de partenariat public-privé. Alors j'ai eu à intervenir sur l'un des panels d'ouverture de cette première journée sur le climat des affaires. Quelles sont les bonnes pratiques pour s'adapter à une Afrique plurielle, un sujet qui est très vaste, mais principalement je pense qu'il y a 3 éléments qu'il faut retenir. Le premier, c'est qu'on ne peut pas parler de l'Afrique, mais des Afriques, avec des pays qui ont leur propre spécificité, leur propre réalité, leur propre contexte économique, leurs propres priorités, leurs propres enjeux aussi. Ça c'est la première chose, et donc c'est à nous de nous adapter lorsqu'on veut envisager une relation d'affaires à ces réalités-là pour être le plus proche possible des besoins, des attentes de nos consommateurs africains. Le deuxième élément, c'est probablement que le continent africain attire beaucoup, avec un potentiel de croissance qui est énorme. Beaucoup de nos pays ont une croissance à 2 chiffres, une démographie qui est galopante, et tout ça, ça appelle à beaucoup d'intérêt. Et aujourd'hui, je pense que cet intérêt-là, il nous faut l'organiser. Il faut que les acteurs qui veulent investir en Afrique comprennent qu'il y a des règles du jeu aussi à respecter, qu'il y a certes beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités à saisir, mais qu'il faut avoir l'intelligence et la rigueur de s'intéresser aux pays, à ce qu'ils ont envie de faire, aux priorités, et ça dans une relation qui soit win-win, qui soit gagnant-gagnant et qui soit respectueuse des partenaires africains que nous sommes.
Le troisième élément, c'est la perception. Aujourd'hui, la perception sur l'Afrique, malheureusement, elle est bien souvent trop négative. On va parler de ce qui ne marche pas, on va parler des maladies, on va parler des coups d'État et on ne va pas parler de tout ce qui font l'Afrique que moi j'aime, que je connais, de tous ces acteurs qui, dans tous les secteurs économiques, dans tous les secteurs comme le culturel également, contribuent à transformer le continent africain. Et je pense qu'on a cette obligation aujourd'hui d'identifier ces acteurs-là et de les aider à valoriser ce qu'ils font, à amplifier la résonance de leur message et à leur permettre d'avoir voix au chapitre, parce que c'est ça aussi l'Afrique que nous voulons. Et je crois que ça passe aussi de par nos États et nos institutions. On parle d'initiatives comme la ZLECAf et d'autres initiatives régionales qui visent à favoriser les relations économiques entre les États. Mais il faut permettre à nos PME justement de grandir, de devenir de vrais géants industriels, d'avoir cette capacité à pouvoir se structurer, à pouvoir bien se former pour compétir et rivaliser avec les plus grands acteurs internationaux, parce qu'on en a les moyens, on en a le savoir-faire et on en a le talent. En 2023, nos échanges commerciaux ont atteint 64 milliards d'euros, un chiffre supérieur à la moyenne des 10 dernières années. Les investissements français en Afrique hissent la France au deuxième rang des investisseurs du continent africain. Plus de 4300 filiales françaises y sont implantées, plus de 500 000 emplois directs. Et nos partenariats ne s'arrêtent pas aux frontières de la précieuse francophonie. Nous investissons dans toute l'Afrique, Éric l'a dit tout à l'heure, établissant des contacts avec les marchés anglophones, lusophones, arabophones de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou de l'Angola. Je pense qu'on est 2-3 ans en avance par rapport à ce sujet aujourd'hui, puisque aujourd'hui l'e-commerce en Afrique c'est 1,5% des échanges mondiaux d'e-commerce. Mais nous avons vu sur ces 2-3 dernières années une explosion de ces activités d'e-commerce globalement, avec des noms que vous voyez tous les jours en France et en Europe, les Shein, les Temu qui ont remplacé les Alibaba. Donc c'est pour moi une question de temps, à ce que ces gens-là viennent sur le marché africain. Aujourd'hui le taux de pénétration de l'e-commerce pour plein de raisons, que ce soit physique, paiement en ligne, accès, contraintes douanières est très faible en Afrique encore, puisque c'est autour de 12-13% d'Africains qui ont acheté ou qui continuent à acheter sur de l'e-commerce. Mais on voit qu'il y a beaucoup de projets d'installation. Nous opérons des centres logistiques pour Amazon en Afrique du Sud. Ethiopian Airlines est en train de monter un hub de distribution d'e-commerce à Addis. Il y a déjà des historiques qui sont sur place. Donc c'est un marché qui va être forcément en croissance, avec là au nouveau beaucoup de contraintes, des régimes douaniers pas très favorables à l'e-commerce, des contraintes de règlement, des problématiques de livraison du dernier kilomètre. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir une marche en arrière par rapport au e-commerce, de la même manière que nous l'avons vu en Europe, en Amérique du Nord et ainsi de suite. Donc quand nous parlons avec nos grands clients commerçants, e-commerçants américains ou chinois, ils ont tous les yeux tournés vers le continent africain comme étant la prochaine destination, après l'Europe, après l'Amérique du Nord, après le Moyen-Orient. Donc la prochaine destination sera effectivement l'Afrique, mais à nouveau avec un arbitrage gouvernemental sans doute à faire entre recettes fiscales, développement industriel local versus ouverture des frontières de manière plus large pour faciliter la consommation moins chère. Alors nous, concrètement, en tant que conseillers au commerce extérieur français, il faut savoir que c'est un réseau de plus de 4500 chefs d'entreprise, des dirigeants qui ont une véritable expérience. Et moi, aujourd'hui, j'appartiens à la Commission Afrique, qui est l'une des plus grosses commissions géographiques. On est plus de 800 personnes, dont plus de la moitié est basée sur le continent africain. Donc vous voyez, c'est un réseau d'experts. Donc ce qu'on apporte, c'est finalement notre expertise qu'on a réussi à développer grâce à nos métiers, grâce à notre expérience. Et on essaye de faire grandir aussi les acteurs locaux, comme c'est un petit peu dit là dans le cadre des conférences. Faire un transfert de la formation, de l'accompagnement, et puis au passage, construire cette nouvelle relation économique entre la France et l'Afrique. Et quels sont les principaux freins que rencontrent souvent les entreprises venant d'Afrique qui veulent peut-être travailler avec soit votre réseau ou tout simplement les entreprises ici? Alors il y a plusieurs freins, il y a des freins qui sont, moi je dis souvent, il y a des freins aussi qui sont dans les mentalités. On a pour beaucoup, en tout cas occidentaux, on a beaucoup des a priori vis-à-vis du continent. Ça, ce sont les premiers freins. Mais une fois qu'on a passé ces freins, en général, on se rend compte que sur le terrain aussi, la vie est différente de ce qu'on a pu nous présenter dans les grandes études stratégiques et politiques. Et donc on essaye justement de montrer une image différente
importante de parler aussi, de montrer que c'est possible, et puis finalement de présenter les différents secteurs dans lesquels aujourd'hui on peut développer des activités ou encore on peut construire ces véritables partenariats. Comme tout événement à dimension internationale, il existe plusieurs centres d'intérêt. Même s'il y a une ligne directrice, chaque participant essaye de tirer la couverture vers son domaine de compétences bien précis ou tout simplement son pays. On profite aussi de cette occasion pour aller à la rencontre de certains ministres qui vont nous dire très concrètement pourquoi ils sont venus ici et quelles sont les principales priorités, on va dire, qu'ils portent avec eux en se rendant à cette édition 2024 d'Ambition Africa. Comme je vous le disais précédemment, je suis Babalola Jean-Michel Abimbola, je suis le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous avons eu l'invitation de Business France pour venir ici à Paris, à Bercy, dans le cadre d'une table ronde, notamment sur les industries culturelles et créatives. Donc cette table ronde est demain avec ma collègue de la Côte d'Ivoire et d'autres intervenants. Et ce sera l'occasion pour moi de faire part de l'expérience béninoise en matière de développement des ICC, bien évidemment, et dire en quoi est-ce que mon pays, le Bénin, croit qu'à travers le tourisme et la culture, il est possible de construire une économie, il est possible de créer du développement, il est possible de créer des emplois et de la richesse, et principalement, comme je le disais, des emplois pour la jeunesse béninoise et plus généralement pour la jeunesse africaine. Le modèle béninois, il faut savoir que l'économie béninoise, c'est principalement par le passé l'agriculture. Mais nous avons, depuis 2016, sous l'impulsion du président de la République, nous avons décidé de diversifier l'économie béninoise et notamment de la diversifier à travers le secteur tourisme, culture et art. Donc nous construisons toute une économie, je pourrais vous donner quelques éléments évidemment tout à l'heure, à partir de la culture, à partir de notre patrimoine, à partir des arts, et cela, c'est un budget de plus de 2 milliards d'euros qui est mis à disposition de mon ministère sur évidemment une décennie pour pouvoir construire des musées importants, au moins 4 musées importants, un musée qui est le musée d'art contemporain de Cotonou, un musée sur l'esclavage, la thématique de l'esclavage, un musée sur la thématique du vaudou, pour mieux faire connaître le vaudou et sortir le vaudou des caricatures, et également un musée important sur nos anciens royaumes, et notamment le royaume du Dahomey, d'où vient évidemment le roi Béhanzin que tout le monde connaît, je crois. Ministre, un mot sur l'exposition du Bénin qui a lieu en ce moment. Peut-être vous pourrez nous en dire, ne serait-ce déjà la genèse, là où on en est et ce que vous en attendez. Merci beaucoup. Vous savez certainement que depuis la restitution des 26 œuvres au Bénin en 2021, vous savez certainement que nous avons démarré ce qu'on a appelé une itinérance de cette exposition. On a effectivement dans un premier temps reçu des œuvres du passé, mais nous avons saisi cette opportunité pour faire la lumière et pour mettre en valeur les artistes béninois, les artistes contemporains, une façon de dire qu'il y avait un génie béninois par le passé, mais il y a toujours un génie béninois aujourd'hui, il y aura un génie béninois demain, et c'est pour ça que nous montrons le génie créatif de nos plasticiens. Et nous avons commencé, après l'exposition qui a eu lieu au retour à Cotonou, nous avons commencé une itinérance où nous avons montré les œuvres, surtout contemporaines, au Maroc, en Martinique, un peu à Venise, à la Biennale, et aujourd'hui nous sommes à la Conciergerie, et demain nous avons d'autres étapes, notamment les États-Unis d'Amérique et d'autres pays avec lesquels nous sommes en discussion, pour effectivement pouvoir montrer le Bénin sur la carte artistique mondiale. En fait, être là pour la Côte d'Ivoire, c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour la sous-région, puisque vous êtes le poumon économique quand même de l'Afrique de l'Ouest. Alors c'est vrai que la Côte d'Ivoire représente en tout cas 40% du PIB de l'UMOA, ce qui en fait un pays majeur, avec aussi des qualités de stabilité autour de la stabilité politique. C'est un pays aussi d'intégration, puisque une bonne partie de la population
n'est pas ivoirienne. 26% de la population en Côte d'Ivoire n'est pas ivoirienne. C'est un pays aussi très jeune. Plus de 75% de la population a moins de 35 ans, ce qui offre de très belles perspectives. Je suis là pour comprendre, un peu découvrir l'écosystème des entreprises qui investissent en Afrique, et je suis très surpris de l'engouement qui s'y trouve, et cette dynamique m'impressionne. Bon, ça voudrait dire que quelque part, vous-même, vous êtes un potentiel investisseur sur le continent. Je crois que je le suis déjà depuis 20 ans. Grâce aux actions de l'association la Servetsen Academy, on aide des enfants à avoir accès à l'éducation et à la santé depuis 20 ans, et on aimerait continuer à pousser ce projet au niveau justement des entreprises qui investissent au Cameroun en particulier, mais aussi en Afrique, pour pouvoir justement donner des solutions assez concrètes à des jeunes dont on accompagne au niveau de la formation professionnelle. Alors, juste une dernière question. Je sais votre téléphone sonne et vous êtes demandé partout. Pour la jeune génération qui n'a pas eu la chance de vous connaître sur les terrains avec le ballon ovale, juste une petite présentation, auto-présentation de vous. Oui, je suis Serge Betsen, originaire du Cameroun. J'ai joué au rugby professionnellement pendant 20 ans. J'ai eu la chance de pouvoir déployer mon énergie sur les terrains de rugby partout dans le monde, en ayant participé à 5 tournois à destination, 2 Coupes du Monde de rugby. Et voilà, donc je suis quelqu'un qui veut permettre à des jeunes générations africaines de continuer à croire en eux. Aujourd'hui, le continent enregistre une croissance économique assez robuste comparée aux autres régions du monde. Néanmoins, cette croissance reste faible, notamment rapportée aux croix démographiques. Donc, il est important qu'elle puisse être soutenue, appuyée, amplifiée. Pour ce faire, il faut mettre l'accent sur plus d'investissements, c'est extrêmement important, non seulement d'investissements publics, mais également privés. Et cet investissement doit porter pour nous principalement sur le secteur des infrastructures, et nous mettons en tête de liste les infrastructures énergétiques comme les infrastructures de connexion, je pense en particulier au numérique. Deuxième message important, l'investissement dans le capital humain. Il est important de poursuivre les efforts en matière d'éducation, formation professionnelle et santé. Dernier message enfin, il est important pour les États de travailler à la mobilisation des recettes domestiques pour pouvoir faire face à tous les besoins de financement dont le continent a besoin. Dernière question, par rapport au retour d'une pièce maîtresse pour la Côte d'Ivoire, vous pouvez nous en parler ? Oui, hier nous avons signé avec la ministre de la Culture de France une convention de dépôt, une convention dans un premier temps de prêt d'un tambour-parleur, le tambour-parleur Didier Ayokwe, qui était ici en France et qui a quitté la Côte d'Ivoire depuis plus d'un siècle, qui était extrêmement attendu. Au-delà, bien sûr, du retour et de la restitution d'un bien culturel, il s'agit aussi d'un symbole fort autour de notre identité, l'identité ivoirienne, de la fierté ivoirienne, de retrouver une pièce qui symbolise bien sûr des valeurs autour du vivre ensemble, autour de la cohésion sociale, autour de la paix chère au président de la République. Alors, qu'est-ce que nous en attendons ici à Paris? Je dirais précisément, c'est de montrer aux Français qui, au moment où il fallait faire les restitutions, peut-être ont insuffisamment compris pourquoi c'était important de restituer au Bénin notamment, et à l'Afrique en général, aux pays du Sud plus généralement encore, leur patrimoine qui, dans un passé, pour des raisons, pour une raison ou une autre, pour de bonnes et peut-être pour de mauvaises raisons, se sont retrouvés ici en France pendant des siècles, pendant des années. Eh bien, en revenant au Bénin, vous savez que beaucoup se sont posé la question de savoir, sont-ils capables? Beaucoup se sont posé la question de savoir, n'est-ce pas une façon finalement de mettre en danger, en péril ces œuvres? Eh bien, je pense que le Bénin veut donner l'exemple que ces biens culturels sont en de bonnes mains, sont chez eux, sont bien traités et qu'au contraire, ça a été une impulsion
pour dynamiser le marché béninois, pour valoriser le marché béninois et pour montrer que ce qui peut être bien gardé au musée du Quai Branly-Jacques Chirac peut très bien être gardé au musée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Donc voilà un exemple, c'est également bien évidemment pour participer à la dynamique internationale de l'art et également repositionner, comme je l'ai dit précédemment, nos génies créateurs, nos artistes sur ce marché international. Moi je dirais tout simplement que la France et l'Afrique ont une longue histoire ensemble et ils ont une longue histoire à écrire encore sur le futur. Donc on est loin de ce rejet, en tout cas, qu'on parle notamment au niveau de la bande du Sahara. On peut pas le nier. Je pense qu'aujourd'hui, on dit que les relations ont besoin d'être réécrites parce qu'elles sont boudées de part et d'autre. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui est courtisée, non plus que par la France, elle est courtisée comme on le voit par la Chine, par la Turquie, par tout un certain nombre d'acteurs. Et ce qui, au contraire, pour moi, le côté bénéfice, c'est que ça crée de la compétition et ça doit emmener la France aussi à revoir un petit peu ses règles du jeu et à s'adapter à cette concurrence. Mesdames et messieurs, au regard de sa trajectoire démographique, de la richesse de ses ressources, mais aussi et surtout du dynamisme de ses entreprises et des communautés d'affaires que vous représentez, l'Afrique est l'un des moteurs de la croissance du XXIe siècle. J'ai la conviction qu'une partie de l'Europe et une partie de l'avenir de l'Europe est en Afrique, avec l'Afrique. Parce que nous sommes plus forts ensemble dans un monde complexe, parce que notre proximité géographique crée des interdépendances, le statu quo n'est pas une option. Notre intention est donc de co-construire des relations de confiance équilibrées, dépassionnées, apaisées et mutuellement profitables avec les pays d'Afrique. Pour cela, il faut surtout sortir du court terme et rentrer dans le temps long de la construction et de la confiance. Mener des actions plus coordonnées, lisibles, respectueuses des besoins et bien sûr sans ingérence. Absolument. Je pense qu'il faut tout simplement repenser la manière dont on veut faire le développement sur le continent africain. Ça passe d'abord par notre capacité à clarifier notre vision aspirationnelle. On veut aller où? Qu'est-ce qu'on veut faire? Avec qui on veut le faire? Et surtout, comment on veut le faire? Si tout ça c'est clair, c'est évident que quand vous recevez un partenaire, c'est lui qui s'assoit et c'est vous qui lui expliquez comment la relation d'affaires elle peut se nouer, avec quelle relation capitalistique et dans quelles conditions, avec quelles retombées, parce que c'est souvent ce dont il est question et qui est trop souvent négligé. Il ne s'agit pas uniquement de venir et d'opérer et de garder des dividendes qu'on importe après dans son pays d'origine, mais il s'agit d'apporter de la valeur ajoutée dans nos pays. Il s'agit de contribuer à renforcer les capacités, à apporter du savoir-faire technologique qui reste et à donner des perspectives pour nos communautés qui aujourd'hui ont besoin d'avoir la possibilité de pouvoir vivre correctement et avec dignité. Si je vous laissais une carte blanche, libre à vous. Écoutez, en tout cas, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas encore la Côte d'Ivoire de venir découvrir aussi le pays champion d'Afrique, de venir découvrir toutes les valeurs autour de la Côte d'Ivoire. C'est évidemment, bien sûr, une terre d'hospitalité, une terre d'humour, une terre dans laquelle des investissements peuvent se faire dans tous les domaines. Les domaines, vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier exportateur de cacao dans le monde et de noix de cajou. Voilà, beaucoup d'atouts touristiques et puis bien sûr l'hospitalité et la joie de vivre et l'humour ivoirien, la gastronomie ivoirienne vous attendent. Beaucoup d'opportunités à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore notre pays. Voilà, c'est ainsi que nous allons clôturer ce focus spécial. Nous étions en plein cœur du temple de la monnaie en France, puisque c'est le palais de Bercy. Bercy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où se trouve le ministère de l'économie et des finances. Et c'est là où avait lieu donc l'édition 2024 de Ambition Africa. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, pour des nouvelles aventures, même chaîne, toujours sur Vox Africa. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis. Allez, à très bientôt.